Bonjour, je m'appelle Jarel. Peut-être que vous êtes dans la confusion et même dans le désespoir en regardant votre pouvoir d'achat diminuer constamment et vous vous demandez pourquoi. On a une fantastique technologie, on pourrait créer un paradis sur la Terre, mais on a de plus en plus de difficultés à vivre. Donc qu'est-ce qui se passe? Et il faut regarder le système économique. Alors beaucoup de gens parlent en ce moment d'un effondrement, l'effondrement de l'écosystème, l'effondrement des ressources. Ce que je vais vous parler, c'est de l'effondrement du système économique lui-même et notamment du libre marché. Je vais revendiquer que le libre marché est en train de s'effondrer. Et pour toujours, il va disparaître et ne reviendra plus jamais. Et ça, c'est une revendication prétentieuse peut-être, mais je vais apporter des arguments que je pense très solides en présentant un modèle original et une analyse originale qui va expliquer pourquoi le libre marché va s'effondrer. Alors le libre marché qui s'effondre, on a vécu avec le libre marché pendant des milliers d'années. Alors pourquoi il s'effondrerait maintenant? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors pour ça, on va faire un voyage dans le temps. On va remonter au début du libre marché et on va voir les différentes transformations par lesquelles il est passé. Et j'ai identifié 5 transformations, ce qui va aussi nous permettre d'identifier les dysfonctionnements. Alors les dysfonctionnements, il y en a beaucoup, mais le principal, c'est par exemple pourquoi on n'a pas de problème, on a un problème de stabilité, on n'arrive pas à trouver un état stable, il faut être il faut toujours être en croissance ou sinon on est en récession, on n'arrive pas à se stabiliser, il n'y a pas d'état d'équilibre. Pourquoi? On est toujours en train de s'endetter, le système s'endette, mais le gouvernement s'endette, et si on essaie de résoudre le problème de la dette, on crée des crises, donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ces phénomènes de croissance et de récession? Il y a des crises qui se produisent alors que pendant ce temps-là, on est obligé de détruire notre appareil productif alors qu'il y a de la misère, on crée encore plus de misère. Pourquoi on fait ça? Ça paraît ridicule, c'est complètement aberrant. Donc tout ça, on va pouvoir l'expliquer. Et surtout, pourquoi notre pouvoir d'achat diminue. Et je pense notamment aux gilets jaunes, parce qu'en ce moment, c'est une revendication qu'ils font en ce moment auprès du gouvernement. Et je trouve que leur revendication est insuffisante. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ce modèle et de comprendre pourquoi ça fonctionne et quelles seront les revendications qui vont apporter des changements dans le système économique. Alors, tout ça, ça va déboucher, ça va pas être un scénario apocalyptique puisque ça va déboucher sur des solutions. Une fois qu'on a identifié les problèmes, on peut clairement voir apparaître des solutions et c'est ce qu'on va parler on va parler de ça vers la fin de cette vidéo. Alors, n'allez pas à la fin regarder les solutions tout de suite parce que c'est important de vous passer par ce cheminement pour bien vous faire comprendre les problèmes, parce que une partie de la solution, ça sera de remettre en question quelque chose qui peut-être est cher à nombreux d'entre vous et qui sera rejeté spontanément si vous passez pas par cette démarche de comprendre pourquoi c'est important d'abandonner ce qui parfois vous échappe, même pour quelque chose de nouveau, mais d'incroyablement bénéfique pour toute la société, parce que la société qui s'en vient va ressembler à un paradis. On va créer une société qui va être un véritable paradis. Donc cet effondrement va être nécessaire pour pouvoir remplacer ce système économique qui est très injuste, et on va le comprendre pourquoi, par un système beaucoup plus égalitaire, vraiment un paradis pour tous. Donc ça va se terminer en beauté, mais passer par toutes ces étapes, et j'espère que vous apprécierez. On peut diviser la société en 2 catégories. D'un côté, les propriétaires des moyens de production de produits et de services. De les appeler les propriétaires des moyens de production, c'est un peu long. J'aimerais les appeler un nom plus court. Je peux les appeler les capitalistes, mais ça va vraiment ressembler à une lutte de classe. Alors je vais les appeler les riches. Bon, ça va ressembler encore un peu à une lutte de classe, mais en fait c'est le mot qui convient. Parce que ceux qui souhaitent s'enrichir vont créer ou investir dans des moyens de production. Et de l'autre côté, eh bien vous avez tous les autres, ceux qui consomment les produits et les services. Alors pour cette présentation, on va les appeler les consommateurs, même si tout le monde est un consommateur, même les riches.
Alors on va commencer par donner une certaine somme d'argent au consommateur. Et on va faire comme dans les bonnes enquêtes, on va suivre où va l'argent. Les consommateurs vont donner leur argent à ceux qui possèdent les moyens de production. Et en échange, ils vont recevoir les produits et les services qu'ils fournissent. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les riches vont dépenser cet argent pour assurer la production, mais aussi pour leur consommation personnelle et leur train de vie. Mais ensuite, l'argent devra retourner aux consommateurs, parce que les consommateurs ont des besoins tous les jours, et c'est à peu près les mêmes besoins d'un jour à l'autre. Donc pour ça aille bien, il faudra que ça soit la même somme d'argent qui retourne aux consommateurs. Et pour que l'argent revienne aux consommateurs, les consommateurs vont devoir travailler pour les riches et recevoir un salaire. Alors c'est une forme d'asservissement, et pendant 40 heures par semaine ou plus, les consommateurs devront être des serviteurs des riches, des propriétaires des moyens de production, qui sont en fait l'équivalent des maîtres. Donc c'est un système d'asservissement, c'est pas l'idéal, mais c'est comme ça que ça marche. Parmi les consommateurs, tout le monde ne travaille pas pour les riches. Il y en a qui sont artisans, qui sont des artistes ou qui travaillent pour eux-mêmes. Donc de l'argent peut éventuellement être dépensé entre les consommateurs avant de retourner vers les riches pour acheter leurs produits. Qu'on soit riche ou pauvre, quand on dépense de l'argent, on peut le dépenser de deux façons différentes. On peut le dépenser dans des produits périssables qui perdent leur valeur à la consommation, ou on peut le dépenser dans des produits qui peuvent être revendus et qui gardent une certaine valeur dans le temps. Pour les besoins de cette présentation, appelons un bien tout ce qui peut s'acheter et qui garde une valeur dans le temps. Et on va représenter un bien par un morceau de papier avec une signature dessus, et ce morceau de papier dit « Je possède ça ». Alors ça peut être n'importe quoi, une propriété, une voiture, tout ce qui peut avoir de la valeur. Mais ce bien, ce morceau de papier, acquiert sa valeur réelle seulement quand on le vend. Et donc l'argent va circuler dans une boucle qui va relier tous les participants, que l'on soit riche ou pas. Et l'argent va circuler dans cette boucle comme un liquide. On dit d'ailleurs que l'argent c'est une liquidité. À chaque fois que de l'argent passe d'une personne à l'autre, eh bien parfois on a un service qui a été rendu, mais parfois aussi on a créé un nouveau produit et on l'a vendu. Et dans ce cas-là, on a créé de la richesse. On a alors ajouté de la richesse ou des biens dans le système. Et ce qui est important de remarquer, c'est que plus il y a d'argent qui va circuler dans le système, ou plus vite l'argent va circuler, alors plus on augmente la richesse et plus on ajoute de biens au système. Donc ici, vous pouvez voir que pour augmenter la vitesse à laquelle on s'enrichit, on peut injecter de la monnaie dans le système et augmenter les échanges. Ou vous pouvez aussi augmenter la vitesse avec laquelle l'argent est dépensé. Par exemple, à l'époque de Noël, non seulement on dépense plus, mais on dépense plus rapidement. Et inversement, si vous voulez réduire la vitesse à laquelle vous créez de la richesse, eh bien vous pouvez réduire la quantité de monnaie qui circule dans le système. On peut le dire autrement. Pour faire de la croissance et augmenter le taux de prospérité, on doit injecter de la monnaie dans le système. Et pour ralentir la croissance ou créer une récession, eh bien on doit retirer de l'argent du système. Comment on injecte de l'argent dans le système? En faisant un prêt à la banque. Quand vous faites un prêt à la banque va écrire le montant du prêt sur votre compte, et cet argent ne provient pas d'un autre compte bancaire, mais a été créé à partir de rien. C'est différent de la monnaie en espèces qui, elle, est seulement créée par la banque centrale. C'est quand la banque centrale achète des obligations ou des reconnaissances de dette du public, mais principalement du gouvernement, qu'elle crée les billets et les pièces de monnaie. Et comment on retire de l'argent du système? Normalement, on n'a pas envie de retirer de l'argent du système. Il faudrait mieux en avoir plus que pas assez.
mais on retire de l'argent du système à chaque fois que l'on repaie des dettes à la banque. Quand on rembourse une dette à la banque, l'argent est détruit. Mais seulement le montant du remboursement du prêt sera détruit, et pas les intérêts. Les intérêts représentent le paiement au banquier des services rendus, et le montant des intérêts va continuer de circuler dans la boucle. Donc il faut représenter les banques à deux endroits différents. Les banques sont l'endroit où l'argent est créé et détruit, et c'est représenté par les flèches orange et jaune. Mais aussi les banquiers se font payer les intérêts sur les prêts, et ces intérêts peuvent être très importants. Et sur le long terme, les sommes des intérêts peuvent même dépasser le montant des prêts. Et le paiement des intérêts fait partie des achats des biens et des services et continue de circuler dans la boucle. Ici, on peut déjà se rendre compte du pouvoir qui est donné aux banquiers et aux prêteurs d'argent en général. Le pouvoir de créer une expansion ou une contraction de l'économie. Le pouvoir de faire de la croissance ou de créer une récession. De cette manière, ils peuvent empêcher ou supporter les gouvernements, en supportant ou non leur politique. S'ils veulent se débarrasser d'un gouvernement, c'est très facile pour eux de créer une récession et d'accuser le gouvernement pour l'état lamentable de l'économie. Ils l'ont fait de nombreuses fois dans le passé et ils continuent de le faire. Toutes les crises, excepté celles qui sont créées par des phénomènes naturels, comme des inondations ou des grosses tempêtes, ou lorsqu'elles sont créées par un changement technologique. Par exemple, l'arrivée de la voiture a complètement détruit l'industrie du cheval. Autrement, toutes les crises sont créées par un manque d'argent dans le système, et ce sont des crises financières, des crises monétaires. Et la responsabilité incombe à ceux qui n'injectent pas assez d'argent dans le système. Il y a une autre façon de retirer de l'argent du système, c'est quand vous le gardez et le mettez dans un coffre, par exemple. Dans ce cas-là, l'argent n'est plus en circulation et il sera compté comme un bien jusqu'à ce qu'il sera dépensé à nouveau. Il y a aussi des fuites dans le système. Si, par exemple, de l'argent est perdu, ou si la balance commerciale est déficitaire et que de l'argent ne retourne pas dans le pays, mais continue de circuler à l'extérieur du pays. Ce qui est vrai pour le dollar américain, qui est utilisé pour le commerce international et comme monnaie de réserve. Et c'est vrai aussi pour l'euro, qui peut circuler dans la zone euro. Et inversement, quand on a une balance commerciale positive, l'argent qui circule à l'extérieur du pays peut revenir comme une injection de monnaie dans l'économie. Représentons maintenant la quantité de monnaie qui circule pendant une période de temps, par exemple un mois, et la taille des flèches va représenter la quantité d'argent qui a été échangée. Supposons maintenant que nous n'avons pas de fuite et que la balance commerciale est équilibrée. On a alors trois possibilités. La première est lorsque le revenu des consommateurs est supérieur à la somme qu'ils dépensent lorsqu'ils achètent leurs produits aux riches. Ce cas, en fait, n'arrive jamais globalement. C'est un cas qui arrive seulement localement. C'est le cas où une entreprise ne fait pas assez d'argent, ne vend pas assez pour pouvoir payer les salaires. Cette entreprise va faire faillite. Elle devra donc augmenter ses prix de vente ou augmenter sa productivité en réduisant la masse salariale. Elle va devoir licencier du personnel ou réduire les salaires. Dans le système du libre marché, une entreprise ne peut survivre que si elle fait de l'argent et si elle est profitable. On a ici une sélection. Ceux qui font faillite, ceux qui n'arrivent pas à rendre leur entreprise profitable, vont devoir passer de l'autre côté et travailler pour les riches et les servir. Une autre possibilité, c'est quand les consommateurs ont consommé plus que l'argent qu'ils ont reçu en travaillant pour les riches, les propriétaires des moyens de production. Et on a un cas ici complètement absurde,
mais qui malheureusement arrive en permanence. C'est le cas où les consommateurs ne peuvent même pas s'acheter les produits qu'ils ont eux-mêmes produits. Pour acheter la production, les consommateurs ont dû s'endetter, ou acheter à crédit. Ou alors ils ont puisé dans leurs économies, et ont dû vendre une partie de leurs biens aux riches. De s'endetter ou de vendre ses biens, c'est pas quelque chose de désirable. En tout cas, c'est pas quelque chose qui peut durer très longtemps. Donc les consommateurs devront ajuster leur consommation au niveau de leurs revenus. Ils vont acheter moins pour dépenser seulement ce qu'ils vont gagner, et pas ce qu'ils ont produit ou ce qu'ils auraient pu produire. Le système va donc évoluer naturellement vers un état d'équilibre, qui est la troisième possibilité. C'est le cas où l'argent dépensé par les consommateurs pour acheter les produits est le même que l'argent qu'ils reçoivent sous forme de salaire. Mais cet état d'équilibre est instable. D'abord parce qu'en retournant à l'état d'équilibre, les consommateurs ont consommé moins de produits. Ça veut dire que la production a diminué et les profits ont diminué. Et si la production diminue, pour que les entreprises soient toujours profitables, il faut qu'elles réduisent leur masse salariale et licencient du personnel. Ça veut dire que le revenu global des consommateurs va diminuer. Et la deuxième raison est que, à l'état d'équilibre, tout l'argent de la vente des produits devra être rendu aux consommateurs sous forme de salaire. Et ça veut dire que les riches ne peuvent pas mettre de l'argent de côté. Ce qui va à l'encontre des principes des riches, qui cherchent à ne pas tout dépenser leur argent et à l'économiser pour s'enrichir. Ils veulent voir l'argent sur leur compte bancaire augmenter. Et si leur business n'est pas profitable, pourquoi faire du business? La raison pour laquelle ils possèdent des moyens de production, c'est pour faire de l'argent. On peut montrer ça sur un graphe qui représente les revenus et les dépenses des consommateurs. Les états d'équilibre sont alors représentés par une droite en bleu à 45 degrés. Au-dessus de la ligne bleue, c'est le cas où les consommateurs ont des salaires qui sont supérieurs à leurs achats. Et c'est le cas où, globalement, les entreprises perdent de l'argent, et c'est juste pas possible. En dessous de la ligne bleue des états d'équilibre, c'est le cas où les entreprises ne dépensent pas tout sous forme de salaire et peuvent mettre de l'argent de côté et le mettre à la banque. Sur la ligne bleue, ce sont les états d'équilibre. C'est le cas où tout l'argent qui est gagné par les riches en vendant aux consommateurs retourne aux consommateurs sous forme de salaire. Plus il y a d'argent en circulation, plus élevé sera l'équilibre, plus dynamique sera l'économie, et plus élevé ou plus rapide sera la production de richesse. Et inversement, si on a moins d'argent dans le système, l'état d'équilibre sera moins élevé, et l'économie et la production de richesse sera plus faible. Les propriétaires des moyens de production, les riches, ne souhaitent pas dépenser tout l'argent qu'ils gagnent, mais ils veulent en économiser une partie pour se faire un capital. Et pour ça, ils vont devoir opérer en dessous de la ligne bleue. Le plus éloigné possible de la ligne bleue et le plus de profit ils pourront faire. Pour la prochaine période, les consommateurs auront moins d'argent à dépenser. Combien d'argent en moins? L'argent qui n'est pas retourné, et c'est l'argent qui a été mis de côté par les riches. Les consommateurs vont vouloir consommer à la hauteur de leurs revenus, c'est-à-dire au niveau de l'état d'équilibre. Mais il y a des fuites. Les consommateurs doivent rembourser leur emprunt. Tout l'argent a été créé par des emprunts, donc ils doivent rembourser leur emprunt. Donc l'état d'équilibre sera plus bas. Et en plus de ça, les entreprises veulent faire de l'argent, donc elles vont réduire la masse salariale pour se positionner en dessous de la ligne bleue, en dessous des états d'équilibre. Donc le système, sans intervention extérieure, va évoluer spontanément d'un certain niveau de revenus et de dépenses vers un niveau plus bas de revenus et de dépenses. Et ça veut dire que ça évolue spontanément dans une dynamique de récession. Et on entame une spirale de récession qui va continuer jusqu'à ce que tout le monde soit fauché. Les économistes qui disent qu'il faudrait laisser faire le libre marché sans intervenir, se trompent complètement.
Il n'existe pas de main invisible qui va faire en sorte qu'on va pouvoir trouver un état d'équilibre qui soit à la fois stable et juste. La loi de l'offre et de la demande, cette loi devrait s'appeler autrement, parce que la demande c'est un peu trompeur. La demande ça fait penser aux besoins. Alors c'est pas ça, c'est en fait le pouvoir d'achat des consommateurs. Ça devrait s'appeler la loi de l'offre et du pouvoir d'achat. L'offre ne s'adapte pas aux besoins mais au pouvoir d'achat. Cette loi est dictée par le pouvoir d'achat. L'offre suit toujours le niveau du pouvoir d'achat des consommateurs, qui a plutôt tendance à décroître spontanément. C'est les propriétaires des moyens de production qui décident à la fois du prix des produits et des services, mais aussi du niveau des salaires. Le système et le transfert d'argent sera toujours en leur faveur et aux dépens des consommateurs. Le fait qu'il n'y ait pas d'état d'équilibre stable, c'est un gros problème, parce qu'il faut toujours être en croissance. On ne peut pas se stabiliser sans avoir à redescendre. Donc il faut toujours être en croissance, on est accro à la croissance. Il faut toujours trouver ou créer des nouveaux marchés, il faut changer les modes, il faut rendre les produits démodés très vite, et on fait même de l'obsolescence programmée pour que les produits se dégradent plus rapidement. Les entreprises essayent toutes de remplacer leurs produits le plus vite possible pour maintenir un niveau de consommation élevé et justifier plus de salaire. Et s'ils ne font pas ça, c'est la récession. Le but des propriétaires des moyens de production, c'est de faire de l'argent, c'est de s'enrichir. Et ils ne peuvent faire ça globalement que si l'économie est en croissance. Donc si on ne veut pas avoir de la croissance et tous les problèmes que ça génère, eh bien il faudra changer de système. Car ce système de libre marché ne peut pas fonctionner bien et assurer notre prospérité sans faire de la croissance en permanence. Il ne faut pas confondre croissance et progrès. Le progrès, c'est ce qui fait en sorte que nous faisons les choses mieux et plus rapidement. Le progrès ajoute vraiment à notre qualité de vie. La croissance, c'est consommer et vendre toujours plus pour justifier plus de salaire et aussi plus de profit. La croissance, c'est produire toujours plus et si possible toujours plus cher. Et le progrès, c'est de produire de mieux en mieux, de moins en moins cher, de plus en plus propre et de plus en plus vite. Nous avons vu que pour faire de la croissance, il faut injecter de l'argent dans le système, et on injecte de l'argent dans le système en faisant des prêts à la banque. Les riches n'ont pas de problème pour faire des emprunts, parce qu'ils peuvent mettre leurs biens en garantie. Bon, ils font des emprunts parfois ils ont des problèmes de caisse, pour payer leur salaire, mais c'est surtout pour s'agrandir, pour créer de nouvelles usines, parce qu'il y a un potentiel de croissance sur certains marchés, où des nouveaux marchés ont été créés par des entrepreneurs. Donc ils vont créer des emplois et plus de salaires, et donc plus de consommation. Et toute la circulation de la monnaie dans ce système va augmenter. Mais ça ne changera rien à l'écart qui existe entre la consommation des consommateurs et leurs revenus. Pour combler leur déficit et complémenter leurs revenus, les consommateurs devront emprunter à la banque. Mais les banquiers ne sont pas vraiment enclins à prêter de l'argent à des gens qui n'ont pas vraiment de biens, à moins que ça soit à des taux d'intérêt très élevés, comme avec les cartes de crédit. Néanmoins, les banques sont intéressées à prêter de l'argent aux consommateurs pour leurs deux achats principaux, que sont la maison et la voiture. Parce que la maison et la voiture sont des biens, et que l'on peut reprendre possession d'une maison et d'une voiture. Si les consommateurs payent eux-mêmes une partie de leurs achats, en cas de défaut de paiement, la banque normalement ne va pas perdre de l'argent quand elle va reprendre possession et revendre leurs achats. À ce stade, vous commencez à comprendre pourquoi c'est vraiment important que les consommateurs continuent d'emprunter de l'argent pour acheter leur maison et leur voiture, et surtout construire de nouvelles maisons et acheter de nouvelles voitures pour créer des emplois. C'est leur emprunt d'argent qui va permettre les profits et l'écart entre la consommation et les revenus des consommateurs. Et vous comprenez maintenant aussi l'importance de donner aux gens cet idéal du rêve américain.
Pour être heureux, vous devez avoir une maison, une voiture, et on va vous aider en vous prêtant de l'argent. Et on va vous encourager à créer une grande famille, car on a besoin de plus de personnes qui empruntent de l'argent qu'il y en a qui remboursent leurs dettes. On vous pousse à faire des enfants. La population doit toujours continuer à s'accroître. Le libre marché tel qu'il est aujourd'hui a besoin de l'endettement des consommateurs pour pouvoir complémenter leurs revenus et pouvoir acheter la production qu'ils ont eux-mêmes produite, et pour pouvoir assurer la croissance et l'enrichissement des riches. Et en plus de ça, ça va garantir que les consommateurs devront travailler pour les riches pendant 30 à 40 ans pour payer leurs dettes. Ces emprunts sont comme des chaînes qui enchaînent les consommateurs, qui asservissent les consommateurs, qui devront travailler pour les riches au moins 5 jours par semaine, pendant des années et des années. Et si maintenant on fait la somme des flux de monnaie dans le système, on va considérer que les riches n'ont pas besoin de rembourser plus que le montant du remboursement des emprunts précédents, et on observe que l'argent va circuler des consommateurs vers les riches, et que tout l'argent qui a été injecté par les emprunts des consommateurs va se retrouver dans les coffres des riches. Le libre marché aujourd'hui est un système qui enrichit les propriétaires des moyens de production et asservit le reste de la population par la dette. Eh bien maintenant on a un problème. On a des banques qui sont capables de créer de l'argent à partir de rien et qui l'injectent dans le système pour enrichir les riches, qui vont accumuler quelque chose qui n'a pas vraiment d'intérêt à être accumulé. Le but de la monnaie, c'est de circuler dans la population pour permettre les échanges. Et elle ne devrait pas s'accumuler quelque part dans un goulot d'étranglement. Si les riches accumulent toute la monnaie et qu'il y a trop de monnaie dans le système, la monnaie perd de son intérêt, cesse d'être désirable et perd de sa valeur. Le système s'arrêtera de fonctionner. Donc essayons de trouver ce que le système peut faire ou va faire pour que la monnaie se retrouve à nouveau du côté des consommateurs. Parce que c'est là qu'est le problème. Comment faire pour que la monnaie retourne chez les consommateurs alors qu'elle s'écoule dans une direction vers les riches? Partout où vous avez un système de flux en circulation fermée, vous avez quelque part une pompe. Par exemple, dans le corps humain, vous avez le cœur qui aspire le sang d'un côté et l'éjecte de l'autre pour que le sang circule partout dans le corps. Donc, quelle est la pompe du système qui va permettre à l'argent de circuler des riches à nouveau vers les consommateurs pour que l'argent circule de façon continue dans une boucle et ne va pas s'accumuler quelque part et cesser de circuler?